Mali et le Burkina Faso décident de soutenir le Niger. Les ministres des Affaires étrangères des deux pays étaient hier à Niamey, porteurs des messages aux autorités nigériennes. On en saura plus avec nos envoyés spéciaux dans ce 13h. Et la chronique Un jour, une formule s'intéresse aujourd'hui à la propriété, une notion à la fois simple et complexe. Sori Ibrahima Keita nous édifiera en fin de journal. Ravi de vous retrouver pour ce 13h. Bonjour, bienvenue. Le Mali a désormais son pacte social et son plan d'action, le document issu d'un long processus de dialogue entre l'État, ses partenaires sociaux et le patronat vient d'être signé en présence du président de la transition, colonel Assimi Goïta, lors d'une cérémonie solennelle pour le chef de l'État. Cette autre recommandation des ANR sera un facteur parfait pour maintenir un climat social apaisé et propice à l'émergence économique. Le chef de l'État a aussi remercié les partenaires sociaux pour leur sens élevé de préserver l'intérêt de la patrie. Nous l'écoutons au micro de Fousseni Tounkara. C'est avec une grande satisfaction que j'ai présidé la cérémonie de signature du pacte de stabilité et de croissance. Cette cérémonie est l'aboutissement d'intenses efforts consentis par le gouvernement et par les partenaires sociaux et économiques. Aujourd'hui, c'est l'esprit même de ce pacte de stabilité sociale et de croissance d'instaurer un climat apaisé, stable, propice à l'émergence économique. Comme vous le savez, depuis 2012 jusqu'à nos jours, le Mali fait face à d'énormes défis. Tout d'abord, la crise multidimensionnelle née des événements de 2012, la Covid-19, l'embargo imposé par la CEDEAO, la crise ukrainienne. Et tous ces événements ont affecté, perturbé le monde du travail, impacter l'économie nationale. Donc face à cette situation, le gouvernement a pris d'énormes décisions, dont la dernière est l'harmonisation des grilles salariales des fonctionnaires civils et militaires et le relèvement de l'indice à 1382. Donc, c'est en quelque sorte les efforts fournis par le gouvernement. L'apport de ces documents consensuels, comme j'ai tantôt dit, c'est de créer un environnement apaisé, stable. Sans apaisement social, on ne peut pas faire face à la lutte contre le terrorisme. Et nous avons besoin d'avoir un climat apaisé et permettre non seulement l'approvisionnement des troupes sur le terrain, parce que cela peut être perturbé par les grèves, notamment les grèves au niveau de la douane, au niveau du secteur économique, peut perturber les opérations en cours. Je tiens à saluer l'esprit patriotique et l'engagement patriotique, surtout le sens de responsabilité des partenaires sociaux et économiques et aussi le gouvernement. Et demander surtout que chacun honore ses engagements, les engagements issus des procès-verbaux de conciliation et aussi des recommandations issues de la conférence sociale inscrite dans le plan d'action. Et je tiens encore une fois de plus vraiment à saluer les partenaires socio-économiques pour leur sens élevé du devoir, car ils ont renoncé à certaines exigences au nom de l'intérêt supérieur de l'État du Mali. Et demander à tous les Maliens que nous puissions vraiment se focaliser sur l'intérêt supérieur de la nation, et qui est de promouvoir la paix, de promouvoir le développement économique et social de notre pays. Le président de la transition, colonel Assimi Goïta. Et nous portons ce communiqué à votre connaissance. Le ministre de l'Éducation nationale a le plaisir d'informer les candidats, les parents d'élèves, les partenaires de l'école et l'opinion publique nationale que les résultats du brevet de technicien première et deuxième partie
et du certificat d'aptitude professionnelle de la session de 2023 seront proclamés ce vendredi 25 août 2023 à 15h. Ils seront disponibles dans toutes les académies d'enseignement, les établissements d'enseignement secondaire, technique et professionnel et sur le site du Centre national des examens et concours de l'éducation, noté www.cnecemali.ml. Les administrateurs scolaires sont invités à respecter rigoureusement le jour et l'heure de la proclamation. Et je le disais en titre, les ministres des Affaires étrangères du Mali et du Burkina Faso étaient hier jeudi à Niamey. Ils étaient porteurs des messages des présidents de la transition du Mali et du Faso. La délégation a été reçue notamment par le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, envoyés spéciaux à Niamey, Mamadi Koné et Mamadou Sidibé. C'est pour apporter leur solidarité au peuple et aux autorités du Niger que le Mali et le Burkina Faso ont dépêché une délégation ministérielle conjointe à Niamey. À son arrivée dans la capitale nigérienne, cette délégation est accueillie par 2 membres du gouvernement. La délégation est reçue par le Premier ministre, ministre de l'Économie et des Finances, Lamine Zeine Ali Mahaman. Celui-ci s'est d'entrée de jeu réjoui de la promptitude des 2 pays à apporter leur soutien à son pays. Après des entretiens à huis clos, les ministres maliens et burkinabés sont ensuite reçus en audience par le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP, le général de brigade Abdourahmane Tiani. Nous sommes ici aujourd'hui à Niamey dans le cadre de cette mission conjointe qui a été déployée et sur la base des instructions de leurs excellences le colonel Assimi Goïta, président de la transition du Mali, et pour la part du Burkina Faso aussi, le capitaine Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso et chef de l'État, pour pouvoir apporter un message fraternel, un message de solidarité, un message d'amitié à leurs frères, son Excellence le général Abdourahmane Tiani, président du CNSP et chef de l'État du Niger. Le premier élément de ce message, c'est d'abord de réitérer la solidarité pleine et agissante de nos 2 pays, au gouvernement et au peuple du Niger, dans ces moments particulièrement difficiles que traverse le peuple du Niger, et leur réitérer notre disponibilité entière à donner la main au gouvernement et au peuple du Niger pour faire face à notre destin commun. Le destin commun de nos peuples qui a été forgé plutôt dans l'histoire, la géographie et la culture de nos pays, et de faire face surtout à la lutte contre le terrorisme aujourd'hui, qui est une donnée essentielle, qui menace les fondements même de nos sociétés, mais aussi à voir ensemble comment nous pouvons relever les défis qui se posent à nous. Le Mali et le Burkina Faso ne sont pas pour une intervention militaire de la CEDEAO au Niger et dénoncent d'ailleurs des sanctions illégales contre ces pays frères. Le Burkina et le Mali, dès le 31 juillet, ont exprimé de façon très nette leur opposition ferme à toute intervention militaire au Niger, ici, que cette intervention soit menée par la CEDEAO pour le compte d'autres partenaires ou pour d'autres agendas. Le Mali et le Burkina s'opposent fermement et sont pleinement solidaires du Niger pour faire face à toute agression ou à toute invasion. Par cette visite, le Mali et le Burkina Faso veulent montrer au monde entier que ce qui touche le Niger les touche aussi. Et quand on prend en compte justement les relations historiques, les relations séculaires entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger, pour nous c'est un devoir de venir témoigner de cette solidarité et aussi faire un partage d'expérience parce que ces 2 pays que sont le Burkina et le Mali ont fait aussi des traversées de désert, ont eu des situations similaires à ce que le Niger traverse actuellement. Et il était de bon ton quand même que nous puissions venir et témoigner les encouragements de nos 2 pays à l'endroit du peuple frère du Niger. Outre les ministres des Affaires étrangères du Mali et du Burkina Faso, on notait la présence du ministre malien de l'Économie et des Finances et celui délégué en charge de la coopération régionale du Burkina Faso.
À Niamey, cette marque de solidarité a été fortement appréciée par le peuple nigérien. Et ici à Bamako, la ministre de l'Entrepreneuriat national, de l'Emploi et de la formation professionnelle était au CNT. Elle y a rencontré les membres de la commission en charge de l'entrepreneuriat pour partager avec eux les voies et moyens visant à favoriser la création d'emplois. Les détails avec Mamadou Fane. La crise multidimensionnelle qui traverse notre pays a eu un impact négatif sur l'emploi et particulièrement l'emploi des jeunes. En rencontrant la commission promotion de la femme, de l'enfant, de la famille, de l'entrepreneuriat, de la jeunesse et des sports du CNT, le ministre de l'Entrepreneuriat national, de l'Emploi et de la formation professionnelle voulait partager avec cette commission sa vision et la stratégie du gouvernement pour booster l'emploi. Cette visite a été vraiment profitable pour nous. Elle tourne principalement autour de 4 points. Le premier point, il s'agira pour nous, comme je l'ai dit tantôt, de travailler sur l'écosystème entrepreneurial. Ensuite, le deuxième volet va porter sur la facilitation de l'accès au financement des entreprises. Et en troisième lieu, il s'agira bien sûr de travailler sur les questions de formation professionnelle. En quatrième point, il s'agira d'aborder des questions spécifiques liées à des couches sociales. Nous ressortons vraiment satisfaits. Les membres de cette commission du CNT ont salué la démarche du ministre, une démarche qui permettra de renforcer le cadre de collaboration entre le CNT et le gouvernement. Madame le ministre nous a parlé de sa vision par rapport à l'emploi, surtout l'emploi des jeunes. Les jeunes qui constituent la majorité de la population est vraiment un souci pour tout le monde, pour toutes les autorités. Donc elle nous a dit comment elle entend travailler pour résoudre ce problème de l'emploi. Le contrôle de l'action gouvernementale par le CNT permet d'évaluer les différentes politiques mises en œuvre. Et c'est tout naturellement que le ministre en charge de l'emploi et de la formation professionnelle a tenu à partager ce moment avec les membres de cette commission. En visite à la Chambre de commerce et d'industrie du Mali, le ministre de l'Industrie et du Commerce a préconisé 3 mesures urgentes permettant de promouvoir la production nationale et à favoriser les mutations vers le secteur industriel. Il s'agit de l'approvisionnement du marché en denrées de première nécessité, la lutte contre l'inflation et la protection des revenus des ménages, nous dit Mohamed Kayentaou. Une visite de courtoisie à la Chambre de commerce et d'industrie du Mali s'est transformée en séance d'écoute pour le ministre de l'Industrie et du Commerce. Outre ceux du district de Bamako, les membres du bureau de la CECIM et les élus consulaires des régions ont fait le déplacement pour rencontrer Moussa Alassane Diallo et partager avec lui les attentes et préoccupations du monde des affaires. Au cœur du débat, la fraude, la grève des banques, la lutte contre la concurrence déloyale, le respect des normes commerciales et industrielles, et la décision du gouvernement d'interdire l'importation de la farine. Lorsque le gouvernement prenait cette décision, des opérateurs économiques avaient déjà investi de l'argent pour importer de la farine. Et une grande quantité de cette denrée est stockée dans certains ports. J'exhorte les autorités à permettre à ces opérateurs économiques de pouvoir acheminer les conteneurs. La visite du ministre nous a beaucoup réconfortés et nous sommes prêts à l'accompagner pour la réussite de sa mission. Dès sa prise de fonction, le ministre de l'Industrie et du Commerce a mis en place des stratégies urgentes visant à approvisionner le marché en denrées de première nécessité, lutter contre l'inflation et protéger les revenus des ménages. Le premier responsable du département en charge de l'industrie rassure les commerçants et opérateurs économiques et fait des suggestions. Nous nous fixons donc comme objectif de conduire une politique qui sera de nature à promouvoir la production nationale. Et cette production nationale doit être de nature à couvrir notre consommation nationale dans tous les secteurs. Une fois que nous avons dit cette politique industrielle, la souveraineté, elle est sécuritaire, elle est diplomatique, mais la souveraineté, elle est aussi économique. Vous ne pouvez pas être un pays dépendant de votre consommation alimentaire à 70% de l'extérieur et à dire que vous êtes souverain. Lorsque vous avez la capacité de produire par vous-même, transformer par vous-même,
et consommée par vous-même, c'est là où vous assumez votre souveraineté. La série des questions et réponses et des contributions des uns et des autres ont permis de mieux cerner toute la problématique liée au secteur du commerce. 52e session du conseil d'administration de l'ORTM, une session essentiellement consacrée aux procès-verbaux des 2 dernières sessions, le rapport d'activité et le budget 2022. À l'ouverture, le ministre de la Communication, de l'Économie numérique et de la modernisation de l'administration a salué la résilience et la performance de l'ORTM dans un contexte particulièrement difficile. Fousséni Tounkara, compte rendu. C'est un ministre fier de l'ORTM, l'une des structures clés de son département, qui s'est adressé à l'assistance à l'entame des travaux de cette 52e session du conseil d'administration de l'Office. J'ai saisi cette occasion pour saluer les efforts de la direction générale et de tous les personnels pour la réussite de la mobilisation sociale et de la couverture médiatique des événements de portée nationale, comme la biennale artistique et culturelle tenue à Mopti en juillet dernier, les visites du chef d'État en Russie et dans certaines régions de notre pays, et récemment le lancement de la Coupe de football à Assimi Goïta à Koulikoro, entre autres. Un événement culturel majeur a retenu mon attention cette année. C'est l'organisation par l'ORTM du Festival Bal des costumes traditionnels, que vous aviez bien organisé au cours du mois de mai dernier. Cette fête qui a revêtu un caractère véritablement national a véritablement réuni et réjoui nos compatriotes autour de nos pratiques sociales et de nos savoir-faire artistiques et culturels. 3 points étaient inscrits au menu de cette session. Il s'agit de l'examen des procès-verbaux des 2 dernières sessions, le rapport d'activité et le budget 2022. Elle se tient dans un contexte particulier marqué par de grands défis pour l'ORTM. Cette session s'y tient à un moment où notre pays traverse une situation politique très complexe, marquée par la lutte farouche que nos forces de défense et de sécurité mènent contre les terroristes et les bandits de tout acabit. L'autre défi majeur est l'organisation et la réussite des différents scrutins en cette année électorale. Il s'agit pour nous de réussir la mobilisation sociale et la couverture médiatique des élections locales, régionales, législatives et présidentielles. Les grilles radio et télévision actuellement en vigueur ont pris en compte la spécificité électorale de cette année. Des espaces de débat et d'information ont été pour permettre à nos compatriotes d'être mieux imprégnés des enjeux liés à ces questions nationales. Lors de sa visite de prise de contact à l'ORTM, le chef du département de la communication a été largement informé des difficultés de la boîte. Cette session a été aussi une occasion pour lui de faire des annonces en lien avec cette difficulté. Mon département ne ménagera aucun effort pour trouver une solution durable à la lancinante question de la redevance radio-télévision. Dans la même optique, des initiatives seront prises afin de trouver une réponse adéquate à l'appurement des arriérés dits à l'ORTM par ses prestataires. Ces différentes actions devraient apporter de manière appropriée des réponses aux défis de renforcement des ressources de l'Office. En plus de ces difficultés, l'Office est également confronté aussi à l'obsolescence de ses équipements de production. Ces derniers ont même subi des destructions dans certaines régions à cause de l'insécurité. Face à cette situation, il urge de proposer un programme de réhabilitation de ces équipements pour rehausser l'image de l'Office. En dépit de ces difficultés, le ministre en charge de la communication est convaincu que l'espoir est permis. Il invite la direction de l'Office, avec à sa tête Hassan Baba Djambélé, à garder le cap pour offrir un confort d'écoute et de vision à la population malienne. Et la ministre de la Santé et du Développement social a remis hier jeudi des tonnes de vivres et des kits de dignité aux déplacés installés à Zantigila, Sénou et Sogoniko. Colonel Assa Badialo Touré a profité pour véhiculer le message de paix et de vivre ensemble. Sokonakami Soko et Aboukone. Un mois après sa prise de service à la tête du département de la santé et du développement social, le colonel Assa Badialo Touré a rencontré nos compatriotes déplacés à cause de l'insécurité. La première étape de cette visite a concerné le site de Zantigila où vivent 115 ménages. Ici, la ministre n'est pas venue les mains vides. Elle a apporté des tonnes de céréales, des kits de dignité et une enveloppe symbolique. Après Zantigila, la ministre effectue le même exercice sur le site de Sénou et de Sogoninko Centre Mabilé. C'est pour les rassurer
leur dire que les plus hautes autorités de la transition, à commencer par son Excellence le colonel Assimi Goïta, pensent à eux, le chef du gouvernement, le docteur Choguel Kogalla Maïga, toutes les autorités de la transition. Et c'est surtout pour leur dire que tout sera fait pour qu'ils soient dans les bonnes conditions ici et que le gouvernement est en train de faire tout pour le retour dans leur zone. Nous sommes aujourd'hui avec le chef des coordinateurs des humanitaires et en début de semaine on avait fait une réunion et il y a à peu près 188 ONG qui œuvrent dans l'humanitaire et maintenant nous allons faire une cartographie de ces humanitaires-là, savoir qui fait quoi et où pour le bonheur des populations maliennes. Nous avons ensemble décidé de travailler main dans la main pour apporter notre assistance aux populations qui en ont besoin. Et ces personnes, comme nous l'avons discuté avant, Madame la ministre, elles ne veulent pas être ici. Ces personnes préfèrent être chez eux. Mais quand ces personnes sont dans des conditions comme elles sont ici, dans ce centre Mabilé, il est important donc qu'on leur apporte de l'appui et de l'assistance. Les porte-paroles des déplacés ont salué la démarche et ont émis le vœu d'un retour rapide de la paix et de la stabilité dans le pays. Comme annoncé dans les titres, la chronique Un jour, une formule s'intéresse aujourd'hui à la propriété, une notion à la fois simple et complexe. Les précisions de Sori Ibrahima Keïta. La première personne qui a désigné un objet pour dire qu'il lui appartient, c'est elle qui est à l'origine de l'individualisme, dit le philosophe en substance. Pourtant, la société étant une convention, si la propriété n'avait pas existé, il aurait fallu l'inventer. Sinon, ça aurait été bienvenu dans la jungle. La propriété personnelle, ça c'est la santé d'abord. Hein? Ça c'est la propriété personnelle. Après ça c'est la propriété, c'est ta famille. K'a fɔ ko propriété walima taya o ye min ye mɔgɔ bɛ baara kɛ baara kɔfɛ i bɛ tɔnɔ min sɔrɔ a la a bɛ se ka kɛ dunduguma taya ye a bɛ fɔ min ma privé propriété privée walima a bɛ se ka kɛ foroba taya a bɛ fɔ min ma propriété publique soit même le bien public. Les différents types de propriété, ça c'est ce que toi-même tu gagnes dans ton travail. Okay. Et aussi ce qu'on te lègue, c'est-à-dire l'héritage, okay. Ce que tu hérites de tes parents, de ton père ou ta mère. Okay. Ça c'est pour toi. Et là encore, ce qu'on te donne comme cadeau ou bien comme aumône, c'est pour toi. Les différents types de propriétés, soit même taille, souya et jolier. A fɔra ko mɔgɔ i ta bɛɛ i sugu bɛɛ i ta bɛɛ i sun a bɛ fɔ o de ma ko halala i ta bɛɛ i sun bɛɛ o bɛɛ banbannen don fɛn duuru de kan n'i y'o fɛn duuru o sɔrɔ walima ni mɔgɔ min ye fɛn sɔrɔ o fɛn duuru la i ta o ye wa sɔsɔli t'o la fana o fɛn duuru o ye min ye adamaden i ye baara kɛ ka fɛn sɔrɔ n'i ye baara kɛ ka fɛn min sɔrɔ o y'i ta ye i ye min sɔrɔ tiɲɛ la walima cɛ la fɛn sabanan mɔgɔ ye fɛn min sɔrɔ feere la walima falen a bɛ fɔ min ma échange walima sanni na o fɛn fana y'i ta ye a naaninan i ye fɛn min sɔrɔ sɔli la mɔgɔ k'a fɔ e ma ko hɔn ni minɛ duurunan i ye fɛn min sɔrɔ lɔn ko gwɛ dɔ t'a la. Dites donc comment vous avez obtenu vos avoirs et nous vous dirons si vous avez une propriété ou un bien illicite. Anw ma diɲɛ jamana ye k'a fɔ ko jamana min taara ɲɛfɛ ko a ye fɛn dɔ sɔrɔ a ta tɛ o y'ale la a taga ɲɛfɛ o tɛ se ka kɛ o adamadenw bɛ kisɛya fɛn fɛn na kɛnɛ nin kan yan walima jaba kan n'o ye univers ye o tɛ dɔwɛrɛ o ye taa ɲɛɲinitɔ de nka a sɛbɛ ma cɔ ka fɛn sɔrɔ min t'i ta ye kɔlɔlɔ min b'a la o de bɛ na ni jugumankɛ ye dugu kɔnɔ ni mɔgɔ dɔ ye fɛn sɔrɔ suɲali la an dun b'a dɔn suɲali tɛ ko ɲɛnama ye fɛn sɔrɔlen kɔfɛ ni ko ma b'o la mɔgɔ wɛrɛ fana bɛ taa ɲɔgɔn kɛ o n'o kɛra dugu bɛɛ ma kɛ so ye wa o la ni ɲɛnamaya yɛrɛ fana kɛra ten a bɛ kɛ kurundu tɛ kow la sariya tɛ kow la o la a bɛ kɛ la vie de la jungle. Dans la vie en société comme en religion, nulle malice en matière de propriété,
car le bon chemin s'est distingué de l'égarement, et c'est clair comme eau de roche. Merci Sori Ibrahima Keïta. Et nous revenons sur le communiqué avant de refermer ce journal. Le ministre de l'Éducation nationale a le plaisir d'informer les candidats, les parents d'élèves, les partenaires de l'école et l'opinion publique nationale que les résultats du brevet de technicien première et deuxième partie et du certificat d'aptitude professionnelle de la session de 2023 seront proclamés ce vendredi 25 août 2023 à 15h. Ils seront disponibles dans toutes les académies d'enseignement, les établissements d'enseignement secondaire technique et professionnel et sur le site du Centre national des examens et concours de l'éducation noté www.cnecemali.ml. Les administrateurs scolaires sont invités à respecter rigoureusement le jour et l'heure de la proclamation. C'est tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. Excellent vendredi.